115 255 candidats et candidates et 38 787 filles, soit 33,65%, sont répartis en 13 filières et composent dans 152 centres d'examen. Chers candidats, chères candidates, à la veille de cet important examen pour notre système éducatif, c'est tout d'abord à vous que je voudrais m'adresser pour vous souhaiter beaucoup d'applications et beaucoup d'inspiration. La formation des futurs cadres que vous êtes occupe une place importante dans le programme d'action du gouvernement. Quant à vous, les parents, je voudrais vous demander d'être, durant toute cette période, très attentifs à l'état d'âme de vos enfants. Faites en sorte qu'ils aient confiance en eux-mêmes. Puis, assurez-vous du caractère complet et fonctionnel de leur kit d'examen où doivent se trouver la convocation, une pièce d'identité et diverses fournitures nécessaires. Personnel d'encadrement des candidats et candidates et de correction des épreuves. Je vous invite donc à un sens élevé de responsabilité et à prendre conscience de votre importance dans tout le processus afin de donner à l'organisation de cet examen, au niveau où se trouvera chacun de vous, le label de qualité qui en fait une référence dans la sous-région. Les détracteurs du nouveau départ et de la rupture pensaient avoir affaire à un régime qui allait évoluer au mépris du respect de ses engagements. Pour ce qui est du PAG 2016-2021, 45 projets phares ont été identifiés pour relancer la croissance et améliorer les conditions de vie des populations à travers les secteurs comme le tourisme, l'agriculture, les infrastructures, le numérique, l'électricité, le cadre de vie, l'eau potable, la protection sociale, la création d'une cité internationale de l'innovation et du savoir. Une autre manœuvre de ces vendeurs d'illusions consiste à discréditer notre pays à l'international en vilipendant une pseudo-mauvaise gestion auprès des institutions et partenaires techniques et financiers et à travers une certaine presse internationale. À travers les réseaux sociaux, des intoxications et calomnies vont bon train pour préparer l'opinion publique à une insurrection populaire. Les Béninois se souviennent des délestages permanents et répétés dans les localités comme Savalou, Dassa, Glazoué, Djougou, etc., où l'eau était d'une extrême rareté. Aujourd'hui, en moins d'un an, toutes les communautés ont accès facile à l'eau potable. Pour la toute première campagne cotonnière, depuis l'avènement du président Patrice Talon au pouvoir, et ce, sans aucun sou de l'État en guise de subvention, les réformes dans ce secteur induites par le PAG ont permis une performance jamais égalée dans notre pays, avec à la solde plus de 450 000 tonnes de l'or blanc. Les finances publiques sont en cours d'assainissement et cela participe de la lutte contre la corruption et la dilapidation des ressources nationales. Nous avons retenu d'aller à la rencontre des populations de nos villes et de nos campagnes afin de leur expliquer de fond en comble ce que contient le PAG et ce que leurs localités respectives peuvent attendre de sa mise en œuvre. Ambiance détendue, mais plus pour ces enfants qui profitent de la présence de leur père. Rare moment pour ce papa flic d'être au contact de sa progéniture. Bon, d'habitude, on ne le voit pas à la maison, donc c'est comme un jour spécial pour nous. Ce n'est pas souvent habituel d'être là, regarder la télé avec eux, c'est très très rare. Papa souvent absent, mais le Benjamin de la famille ne manque pas d'astuces pour retenir son père à la maison. Quels sont les jeux que tu fais avec papa souvent à la maison quand il est là? Jeu de celui qui dort le plus longtemps. Pourquoi c'est sur ce terrain-là que tu veux amener papa?
pour le maintenir à la maison, c'est ça? Oui. Tu lui as lancé un défi. Tu as dit à papa que tu vas dormir plus que lui. Et lui, il dit quoi souvent? Il a dit d'accord, j'accepte, mais je vais gagner ces 7. Quand vous dormez, qui gagne finalement? C'est moi. Donc tu gagnes, papa. Papa réussit toujours à s'échapper. Mais ce samedi, la petite famille est au complet pour jouir de la chaleur paternelle. Elle ne fait jamais de bisous. Elle sourit. Difficile d'arracher le sourire à ce bout de show. Le père politicien, maire et homme d'affaires n'est pas souvent présent à la maison. C'est la rare fois que papa est avec nous à la maison. Donc, j'aimerais bien profiter de sa présence. La plus petite s'approche. Pour l'aller, il passe en troisième. Une partie de télé, occasion d'échanger de libres commentaires entre le père et sa petite famille. On sait que notre papa il travaille, il bosse beaucoup. Et nous sommes fiers de lui. Il est souvent absent, c'est vrai, mais il fait notre fierté. Notre papa, il est simple, il n'est pas compliqué. Il est rigoureux, strict. Mais quand les choses vont comme il veut, il n'y a pas de problème. Dieu le bénisse davantage pour nous. Ici, on est également fiers de papa. Seulement, il doit être davantage indulgent. Au nom de mes frères et sœurs, nous souhaitons une bonne fête à papa. Qu'il ne me tape plus. Qu'il essaie de nous comprendre quand on dort trop. En les chérissant, je profite en même temps pour apporter la chicotte parce que ça, des fois, chicotte, je dis, ils disent que je les gronde. Il faut que je les gronde parce que sans cette rigueur-là, ils vont peut-être croire que tout est permis. En attendant, les papas sont à l'honneur. C'est la fête des pères et non seulement je voudrais dire à tous les papas du monde que c'est déjà une grâce d'être un père de famille. Ils n'ont qu'à savoir que c'est une grâce divine. Et par conséquent, lorsqu'on a des enfants, il faudrait avoir un regard bienveillant sur eux. Ce qu'on peut laisser à un enfant, à mon entendement, c'est une bonne éducation. Malgré l'absence de ses pères aux côtés de leur petite famille, ils en demeurent le pilier. Vous avez besoin d'un sexe à la hauteur? Avec ce programme, vous pouvez facilement obtenir un pénis massif et épais. Ces genres de messages, on les voit souvent sur l'Internet ou sur les réseaux sociaux. Mais depuis quelque temps, ils se sont transposés sur nos axes routiers. Un petit support accroché au poteau électrique ou au feu tricolore avec l'inscription suivante. Un message a priori banal, mais qui pose un problème de société. Sur la totalité des femmes que j'ai reçues, il faut reconnaître que les 3/4 se sont plaints. Et c'était l'une des raisons principales pour lesquelles elles ont quitté leur mari. C'était l'une des raisons principales pour lesquelles elles ont quitté leur mari. Et il faut aussi noter qu'au niveau de l'achat, c'était plus les femmes qui sollicitaient cela, puisque c'était elles qui appelaient. Même si c'était les hommes qui venaient chercher par la suite, c'était quand même, les appels provenaient quand même de chez les femmes. La recherche effrénée d'allonger ou de faire grossir sa verge pour satisfaire la partenaire. La médecine moderne explique le phénomène et donne quelques caractéristiques. D'une façon générale, en termes de longueur, le pénis en érection, pour la taille moyenne, c'est de 12 à 16 cm. Alors, quelqu'un qui est en dessous de 12 cm peut avoir quelques problèmes. Quelqu'un qui est au-dessus peut aussi avoir des problèmes. Sa taille au repos, environ 10 cm, et sa grosseur autour de 8 à 9 cm. Et puis ça, c'est à l'état de flaccidité au repos. Et forcément, au cours de l'érection, ça doit s'allonger. Mais il se trouve que certaines personnes, pour des raisons vraies ou supposées vraies, vont trouver leur verge plus petite, ce qui va créer une certaine inhibition lorsqu'il s'agira de faire l'acte sexuel. Corriger cette inhibition amène certaines personnes à voir en ces petits panneaux publicitaires la solution trouvée à leur mal, ce que les médecins qualifient de complexe. L'objectif en fait est d'aider les gens à augmenter la taille, mais que ça soit un peu dans la normale. Ce n'est pas d'obtenir une grande taille, tout ça.
Oui, le volume, forcément, si quelqu'un a un micro-pénis, ça va poser des problèmes d'efficacité au cours de l'acte sexuel. Ça, là, c'est évident. Mais ce que je suis en train de dire, c'est beaucoup plus des problèmes de complexe que des problèmes réels. Alors, que préconise la médecine moderne? Par rapport à la grosseur, c'est des infiltrations ou des prothèses qu'on met entre la peau et les corps caverneux, ce qui permet d'augmenter le diamètre du pénis. Les techniques de phalloplastie. En fait, c'est la plastie de la verge. C'est des techniques chirurgicales qui consistent à allonger la verge. Quand on dit chirurgie, ça comporte aussi des risques. Aussi bien des risques vitaux que des risques fonctionnels. Chez les phytothérapeutes, on est aussi conscient des revers de la pratique, mais on minimise souvent ces risques pour des raisons pécuniaires. Mais en général, je leur demande tout simplement de ne pas dépasser les 17-18. Mais s'ils le veulent, d'accord, puisque le produit, c'est à la portée de tout le monde, une fois que c'est acheté, c'est à eux de décider de la taille qu'ils veulent. Donc je peux toutefois leur demander de ne pas dépasser une longueur et eux, ils peuvent toutefois le faire. Donc c'est à eux de décider toujours. Si quelqu'un a ce problème-là, il devrait s'adresser au spécialiste qui va préciser ou objectiver la réalité du problème. Le plus important, ce n'est pas la taille du pénis, mais c'est la manière de s'y prendre. La satisfaction sexuelle n'est donc pas dans la longueur, encore moins la grosseur de la verge. Seuls les micro-organes peuvent exiger la correction, mais ceci avec le concours des spécialistes avérés. À la recherche des causes de l'infertilité du couple, très peu de gens pensent à l'homme sexe masculin. Pourtant, la science nous apprend que l'infertilité du couple est à 50% imputable aussi à l'homme. Et les causes de l'infertilité masculine sont nombreuses. Chaque infection qui touche n'importe quelle partie de l'appareil génital de l'homme peut donner à la longue une infertilité. Il peut s'agir aussi de causes liées aux troubles des hormones. Et là, le testicule répond mal ou ne répond pas. Il peut s'agir également d'anomalies génétiques. Certaines fois, c'est une cause traumatique ou la non-descente du testicule dans les bourses, ce qu'on observe chez les enfants. Et il faudrait très vite sortir, ramener les testicules dans la bourse à un moment donné par intervention chirurgicale. On citera aussi l'alcoolisme, le tabagisme, la chaleur dont peut faire l'objet les gonades ou encore la varicocèle qui est une dilatation des veines qui desservent les testicules. Dès lors que l'infertilité masculine est établie, plusieurs solutions peuvent être proposées. Elles permettront au couple d'avoir un enfant. D'abord, quand la cause revient à l'homme, la première tentative, c'est le traitement médical. Et si on n'a pas gain de cause avec le traitement médical, on pourrait, selon le nombre de spermatozoïdes, selon les caractéristiques du spermogramme, on pourrait passer à l'insémination artificielle avec sperme du conjoint, en général, ou de rares fois avec sperme du donneur. Il y a l'insémination artificielle, qui consiste en fait à recueillir le sperme, à travailler le sperme au niveau du laboratoire, éliminer les spermatozoïdes les moins performants, et n'obtenir que les spermatozoïdes performants pour pouvoir faire leur injection au niveau de l'utérus afin que ces spermatozoïdes se rapprochent du lieu de fécondation qui est la trompe. Et ceci se fait seulement lorsque la femme n'a pas de problème. Et le problème se situe seulement au niveau de l'homme. Il y a, lorsque on fait une ou deux tentatives au niveau de l'insémination artificielle sans résultat, on doit recourir à ce moment à la fécondation in vitro. On ne dira pas que l'âge influe énormément sur la fertilité de l'homme, mais comme chez la femme, il est conseillé de s'y prendre tôt quand on tarde à être géniteur. Beaucoup plus, c'est vers les 60 ans que le problème se pose véritablement chez l'homme en matière d'âge. Je dois ajouter au niveau des solutions que lorsqu'il n'y a pas de spermatozoïdes du tout dans le sperme, on est amené à faire une ponction au niveau des testicules pour tenter d'obtenir des spermatozoïdes qui nous servent ensuite, lorsqu'on les trouve, à faire la fécondation in vitro. Et à défaut, à ce moment, on passe au don de spermatozoïdes. Après 6 mois de rapports sexuels réguliers, fréquents et complets, sans enfant, il faut commencer à s'inquiéter. Et les solutions thérapeutiques proposées pour traiter l'infertilité masculine rentrent dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation AMP, toutes choses disponibles au Bénin.
L'enfant est le père de l'homme. 16 juin, c'est la date retenue pour célébrer ces âmes innocentes en Afrique. Le village SOS d'enfants de Dassazoumé, en concert avec d'autres ONG, célèbre l'événement. L'objectif majeur est d'attirer l'attention des autorités à divers niveaux à faire en sorte que la situation des enfants soit améliorée au niveau de notre commune. Le représentant du maire fait le constat ci-après. On a vu des gens aller placer leurs enfants en tant que vidomégon. On a vu des gens vendre leurs enfants au-delà des frontières nationales. Que d'abomination pour le genre humain. Tolérance zéro en ce qui concerne le mariage des enfants. Aussi, la question de l'état civil est expliquée de fond en comble. Les OSC de Dassazoumé pour une dynamisation de la cellule communale de suivi et de protection de l'enfant. Présidé par le maire a pour attribution, entre autres, la lutte contre le trafic des enfants, la lutte contre le travail forcé des enfants, la sensibilisation des parents à la prise et au respect des dispositions légales concernant les enfants à travers la vulgarisation des textes de loi des enfants dans la commune de Dassazoumé. Malgré cet engouement, les résultats escomptés ne sont pas à la hauteur des attentes pour deux raisons. Le manque de ressources financières pour les activités de la cellule et la faible implication des OSC dans les questions sociales. L'honorable Jean-Eudes Okoundé était aux côtés des enfants de Dassazoumé pour dire ensemble tolérance zéro au mariage des enfants. Des tableaux qui retracent le quotidien d'une mère et de sa progéniture. Mieux, ce amour filial qui unit ces deux êtres. C'est le fruit de l'imagination artistique de Bidosessi Atropo. Chaque œuvre a un nom indigène. Ça fait aussi la promotion de nos noms. Il y a des toiles qui s'appellent Bidosessi, il y a des toiles qui s'appellent Mondoupé, il y a des toiles qui s'appellent Villon, ainsi de suite, des noms d'ici. Il a choisi faire la promotion des prénoms indigènes. Il veut aussi véhiculer ce message. Chaque enfant est un trésor, un don divin. Déjà, avec un simple message, vous contribuez au développement de votre pays. Vous laissez un simple message à la direction des enfants pour les soutenir. Des messages d'encouragement, ça peut être des conseils, ça peut être même des prières. Des prières, on sait que ça s'exauce et c'est la parole de la force. Donc c'est ça qu'on utilise. Cet artiste plasticien joue sa partition pour le respect des droits des enfants à travers ses œuvres. Il appelle aussi à les protéger à tout prix. Irrésistibles effusions pour dire la gratitude, tant paraissait presque impossible jusque-là, l'accès de tous à l'eau potable, à Tchatchou et à Tchaourou, la plus vaste commune du Bénin. Pendant plusieurs années, il est carrément impossible de découvrir des forages à gros débit. Ce qui fait qu'il y a eu toujours des déficits, soit un déficit de 100 000 litres en moyenne par jour. Aujourd'hui, ce problème est conjugué au passé. La découverte de nouvelles sources a vaincu la fatalité et dans la foulée, le gouvernement a mobilisé des investissements pour apporter de l'eau à tous. Au lieu de payer 100 000 francs de branchement, ils auront à payer que 50 000 francs CFA pour environ 100 premiers abonnés. Et ça fait partie de l'un des objectifs qui tend vers l'accès universel à l'eau potable pour tous. Non seulement, mais d'avoir une longueur d'avance, c'est-à-dire près de 40% supplémentaires qui peuvent venir être alimentés au cas où la population va augmenter. Ça, c'est de l'anticipation. C'est une satisfaction aussi immense que je n'ai pas de vocabulaire pour l'expliquer. Mais nous avons la ville de Tchatchou qui est en difficulté. L'élu de Tchaourou ne le sait pas encore, mais son élan solidaire a déjà eu un écho favorable. 8 mois plus tôt, le ministre et ses équipes avaient déjà reçu mandat pour aller très vite. Je ne vais pas vous cacher que quand ça n'allait pas vite, je me suis même fait engueuler. Au résultat, les bénéficiaires apprécient. Sincèrement ravi de vous recevoir ici aujourd'hui parce que cette pénurie d'eau ne date pas d'aujourd'hui. Là, on est dans du concret.
on est dans une situation où les populations voient la crédibilité des actions de ce gouvernement. Et d'un et de deux, la descente du ministre s'accompagne d'une bonne nouvelle. L'arrêté vient de nous annoncer qu'au-delà des 4 forages à réaliser, il y aura également, et vous pouvez l'annoncer à toute la population, un château d'eau qui viendra s'installer ici avec l'énergie solaire pour éradiquer définitivement vos souffrances. Le combat pour l'accès universel à l'eau semble bien engagé pour longtemps dans ces contrées. Le gouvernement, invité par le Parlement, a s'expliqué entre autres sur la gestion des groupes loués par l'État pour contenir le délestage, mais aussi sur les difficultés liées à l'approvisionnement en eau potable de certaines localités du pays, notamment les communes des collines. Le déficit en énergie électrique et la faible disponibilité en eau potable pourraient hypothéquer le développement du pays, pensent les parlementaires. L'exécutif s'active pour l'amélioration de la disponibilité de l'énergie électrique pour les ménages et entreprises du pays, mais aussi de l'accès à l'eau potable, assure le ministre. Il est revenu sur une longue liste de projets en cours d'exécution pour les uns, en conception pour les autres, dans le but d'inverser la tendance actuelle. Pour résoudre durablement ce problème et appuyer efficacement la relance de la croissance économique, le gouvernement inscrit donc dans son plan d'action pour le secteur de l'énergie 4 projets phares pour le secteur de l'énergie pour près de 761 milliards et 3 projets phares pour le domaine de l'eau pour un équivalent de 520 milliards de nos francs. C'est dire que ces 2 secteurs recouvrent 7 projets phares sur les 45 projets phares que constitue le plan d'action du gouvernement. Mais malgré ces efforts, certaines localités semblent être oubliées, en l'occurrence Savalou, Banté et Wessé. On parle d'eau souterraine, on parle de forage, assez de mesures d'accompagnement pour les communes environnantes et on saute la commune de Savalou. C'est ce qui est véritablement gênant. Quand on reconnaît très bien ce qui se passe en matière de pénurie dans cette commune-là, aucune mesure d'accompagnement, aucune. Par rapport à l'eau, nos pleurs ne doivent pas être les mêmes. À Wessé, il y a un fleuve, du moins il y a l'affluent du fleuve Okpara. Il avait été dit par le gouvernement précédent qu'un barrage serait construit pour que, parce que cet affluent est si puissant qu'on pourrait faire la retenue, qu'on pourrait construire le barrage qui allait même alimenter une partie du Saverne. Pour cette députée, les questions de l'accès à l'énergie électrique et à l'eau potable restent vitales pour le développement de cette partie du pays. Les commentaires encourageants et les suggestions pour améliorer les résultats obtenus faits par la Banque mondiale lors de la mise en œuvre de la première phase du PPAO, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, ont poussé l'exécutif à demander au Parlement d'autoriser le financement de sa seconde phase. Le dit financement, un prêt d'un peu plus de 13 milliards de francs CFA, devrait servir, entre autres, à poursuivre les efforts de réduction de la vulnérabilité du Bénin à l'insécurité alimentaire et à renforcer le plan d'action national pour l'adaptation au changement climatique. Mais les arguments mis en avant par le gouvernement pour solliciter le financement de la deuxième phase du PPAO n'ont pas convaincu tous les députés. Rien n'a changé dans le pays. Au point de vue agriculteur, il y a des jeunes qui se sont lancés à cause de cette phase 1, sont lancés dans l'agriculture, croyant avoir quelques petites subventions, être soutenus, être suivis, ils n'ont rien vu du tout. Ce qui est proposé ici, il n'y a aucun volet lié à la transformation. J'espère vraiment que les phases qui vont suivre dans ce projet au niveau de la CEDEAO vont permettre que notre pays, qui ne vit essentiellement que de l'agriculture aujourd'hui, puisse bénéficier de facilités lui permettant d'avoir des unités de production. Nos jeunes ne veulent plus aller à la terre. Mais reconnaissant que tout le monde ne peut pas rester dans les bureaux pour travailler. Donc, nous devons encourager nos jeunes à aller vers la terre. La seconde phase du programme
prévoit la sélection et la formation de nouveaux étudiants en master. Quels sont les critères retenus pour la sélection de ces étudiants? Dans le processus de la réalisation de la seconde phase du PPAO, ces différentes observations vont être prises en compte, assure le ministre Diogbenou qui représentait le gouvernement. Le présent accord de prêt qui vient d'être ratifié par le Parlement devrait renforcer des dispositions légales récemment prises par l'exécutif pour bien conduire son programme d'action afin d'améliorer les conditions de vie des Béninois. Un programme qui accorde une place de choix à la croissance de la productivité et l'offre dans le domaine agricole selon le gouvernement. Ils sont réunis ici, les maires de nos différentes communes, pour faire le diagnostic de la mise en place de la décentralisation 14 ans après. L'Association béninoise du droit constitutionnel ABDC, en abrégé, en est la cheville ouvrière. Nous sommes persuadés que nos territoires regorgent de grandes potentialités, qu'il y a des talents au niveau de nos communes et que le gouvernement, en trouvant la synergie nécessaire d'action entre l'État central et les communes, nous parviendrons à résoudre un certain nombre de problèmes de proximité, la petite pauvreté, parfois la grande pauvreté. Le président de l'Association nationale des communes du Bénin fait ici le constat ci-après. Il faut reconnaître que certaines dispositions objectives dans leur formulation boitent dans leur application, suscitant un sentiment d'incomplétude, voire d'inquiétude. Il en est ainsi, par exemple, pour la question du transfert des ressources et des compétences. La Fondation Hans Seidel attache du prix aux résultats qui seront issus de cet atelier. Le processus de la décentralisation au Bénin et la mise en œuvre sont caractérisés par une approche à la fois réflexive et prudente, une approche intellectuelle. Le ministre en charge de la décentralisation expose ici des actions sur lesquelles il faut agir vite et bien. De la faible coordination des interventions de développement au niveau des communes, du désintérêt du citoyen pour le développement de sa localité, de la mauvaise gouvernance se traduisant par la réalisation d'infrastructures inachevées. Plusieurs communications ont été présentées au cours de cet atelier.